Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette vidéo lecture manga du mois de mars 2026. Je vais très logiquement vous présenter ce que j'ai lu ce mois-ci, c'est parti. On va démarrer avec le tome 33 de One Punch Man. Donc c'est un tome assez important à n'en pas douter parce qu'il se passe des trucs assez dingues dedans. Je vais pas spoiler, vous en faites pas. Mais il se passe vraiment des trucs importants, je pense, dans l'histoire du personnage et de la licence. On a notamment un aperçu un peu plus concret de ce que je pense être le méchant final de One Punch Man. Alors je dis pas qu'ils vont le vaincre dans les tomes à venir, hein, mais pas, en tout cas on l'a vu un peu plus. Donc peut-être que l'arc final est à l'horizon, on sait pas. Je sais pas trop où en est la publication de l'œuvre originale, le manga mais plus amateur que One avait fait, je sais pas où ça en est. D'ailleurs je suis même pas sûr que cette version là soit si fidèle que ça, j'ai pas les comparaisons exactes, moi j'ai lu que celle-ci de version. Mais bon, quoi qu'il en soit, tout ça pour dire qu'on a vu ce que je pense être le grand méchant final. Et que bien sûr il se passe d'autres trucs très importants dans ce tome comme je l'ai dit au début, mais encore une fois je ne vais pas spoiler, donc on va s'arrêter là et on va passer au manga suivant. Ensuite le tome 21 de Classroom for Heroes. Alors je vous avoue que moi quand j'ai vu ce tome 21 je me suis posé des questions. Parce que comme vous le voyez là, cette couverture elle est très épurée, elle est toute blanche avec juste le héros en gros plan qui a l'air sérieux. Et du coup je me suis vraiment demandé, est-ce que c'est le dernier tome ? Parce que c'est pas si habituel que ça pour cette série, d'habitude on a des tomes plutôt colorés, avec plein de personnages, notamment les waifus qui sont pas mal mis en avant. Donc une couverture aussi sérieuse et aussi épurée, je me suis vraiment demandé si c'était pas le tome final, et quand je suis allé en magasin l'acheter c'est encore pire, parce que regardez un peu l'épaisseur du truc. Les autres tomes de Classroom for Heroes ils sont pas épais comme ça, hein. Donc couverture épurée et sérieuse plus tome plus épais que d'habitude, je me suis dit c'est peut-être vraiment le dernier tome. Parce que parfois quand il reste pas assez pour faire deux tomes, bah le dernier tome il est un peu plus épais quoi. Mais apparemment non, c'est pas du tout ça, c'est juste c'est un tome habituel en fait. Je sais vraiment pas pourquoi la couverture est aussi sérieuse, il n'y a même pas d'arc narratif particulièrement sérieux dans ce tome. C'est les mêmes bizarreries habituelles de Classroom for Heroes, plutôt comiques qu'autre chose, donc voilà, je sais pas pourquoi le héros est aussi sérieux sur la jaquette, et je sais pas non plus pourquoi le tome est plus épais que la moyenne, mais c'est un tome classique. Ce qui d'un côté est pas plus mal, parce que j'ai déjà dit, mais cette série, je veux qu'elle continue pour l'infini, parce qu'elle est déjà allée trop loin, depuis longtemps. Vraiment, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment un délire où genre, là par exemple, les personnages secondaires ont leur propre personnage secondaire. Je sais pas si vous voyez à quel point ça part loin. C'est vraiment un délire perpétuel et j'espère que ça va continuer tellement longtemps que tu vas plus reconnaître le truc. Parce que comme j'ai dit, c'est déjà un manga qui est parti trop loin, mais pour mon plus grand plaisir parce que c'est le genre de manga que j'aime bien en fait. Donc voilà, finalement c'était pas du tout la fin, j'ai été surpris de cette jaquette et de l'épaisseur du tome, mais pourquoi pas après tout. Par contre c'est vraiment curieux parce que de mémoire je crois vraiment pas qu'il y ait d'histoire sérieuse qui justifie de mettre en avant à ce point le héros sur la jaquette. Genre, il n'y a pas un chapitre ou un arc dans ce tome où il est en mode introspection, où il y a un méchant super fort qui n'arrive pas trop à battre. Il n'y a même pas ça. C'est vraiment les délires habituels dans le tome, donc bon. Écoutez, des fois, les hasards des couvertures. Hein. Ensuite, on a donc Omega 6, qui comme vous le voyez est une grosse édition collector qui rentre même pas dans mon étagère. Du coup, pourquoi Omega 6 ? Parce que c'est quand même assez random comme manga. Et bien, comme vous pouvez le voir là, c'est un manga Omake Books. Et il se trouve que Omake Books, au moment où j'ai acheté ce manga, faisait un gros déstockage dans les magasins Nose. Je crois que l'éditeur ferme, je sais plus si c'est juste la branche manga ou si c'est vraiment tout. Mais en tout cas, voilà, Omake Books c'est a priori plutôt mort. Et du coup, la plupart de leurs mangas se sont retrouvés dans les magasins Nose à petit prix. Et notamment, un des mangas qui est concerné, c'est Bip Bip Boy. Bip Bip Boy, c'est un manga par l'auteur de High Score Girl, si vous connaissez. C'est dans le même genre. C'est un peu même le précurseur. Donc moi j'avais dans l'idée de trouver ces tomes de Bip Bip Boy que j'avais vu déjà sur des vidéos dans certains Nose. Malheureusement, je ne les ai pas trouvés. Mais j'ai pas rien trouvé non plus, il y avait bel et bien des mangas Omake Books dans le Nose où je suis allé, dont ce tome de Omega 6. Il y avait aussi les tomes classiques, mais celui-là c'est la version collector, donc dans un fourreau, avec l'édition grand format page couleur, des stands acryliques, bon qui là les miens sont inexplicablement rayés, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est vraiment bizarre parce qu'ils étaient vraiment scellés dans le fourreau, donc je comprends pas comment ils ont pu autant se rayer, et une sorte d'autographe du Kara Designer je crois. Ah, et ça se voit pas trop là, c'est difficile de vous le montrer, mais petit détail qui tue, j'aime bien le fait qu'il y ait des personnages cachés dans le fourreau, ça c'est un peu marrant je trouve. Donc voilà, j'ai pu avoir cette édition collector pour 4€ si ma mémoire est bonne, alors qu'à l'origine, comme vous pouvez le voir, elle coûtait 22€. Donc voilà, c'était quand même une assez bonne affaire, j'ai pas voulu passer à côté, d'autant que j'ai pas trouvé les Bip Bip Boy que je cherchais, donc c'était un peu le lot de consolation. Mais du coup, assez parlé de pourquoi je l'ai, qu'est-ce que j'en pense de ce manga et de quoi ça parle ? Alors déjà, c'est assez bizarre, c'est un manga qui a l'air de tourner niveau marketing autour du fait que c'est chara-designé, peut-être même entièrement fait, je sais plus, par un des chara-designers de Star Fox ou un délire comme ça. Si vous lisez ce qui a marqué au dos par exemple, vous voyez, regardez, c'est marqué en gros, Star Fox, F-Zero, tout ça, c'est beaucoup sur ce
personnage-là, donc cet auteur-là, que le marketing tourne visiblement. Et pour tout vous dire, j'en viendrais presque à me demander si c'est pas la seule et unique raison de l'existence de ce manga. C'est-à-dire que ce manga est pas particulièrement remarquable, je trouve, dans sa façon d'être. Donc je me dis, est-ce qu'il n'existe pas juste parce qu'ils ont pu collaborer avec un gars connu. Vraiment c'est l'impression que ça donne, parce que ce manga n'a pas tellement de fondement. Enfin c'est un peu compliqué à expliquer, mais j'ai l'impression qu'il existe uniquement pour dire on a fait un truc avec le gag de Star Fox F-Zero machin. Voilà, c'est peut-être moi qui me fais des films après, hein, peut-être qu'il y a toute une démarche artistique très précise derrière que j'ai pas suivi, hein, c'est possible aussi. Mais voilà, le manga est très random et très basique, au début en tout cas. Donc tu te demandes si c'est pas un coup marketing juste ce manga. D'autant qu'il a une aussi belle, entre guillemets, édition pour un truc aussi random. Pareil, tu te dis, est-ce que c'est vraiment juste le nom du gars qui a fait que on a pu avoir autant? Peut-être. Bon du coup, précisément, de quoi ça parle? Alors c'est l'histoire de ces deux personnages-là qui sont des espèces de mercenaires de l'espace et qui viennent de se réveiller de leur espèce de truc de rajeunissement et qui vont donc faire des missions et essayer d'engranger de l'argent. Je rentre pas dans les détails parce que c'est un one-shot, donc si j'avance trop dans l'intrigue, je risque de vous spoiler la moitié du truc. Quoi qu'il en soit, au début, c'est extrêmement basique et extrêmement plat, je trouve. C'est vraiment une histoire qui est là pour être là, quoi. Voilà, j'ai du mal à expliquer, je suis désolé, mais c'est pas très intéressant. C'est plus une combinaison de clichés un peu basiques d'histoire spatiale, et du coup, on s'ennuie un peu au tout début, je vous avoue. Et je pensais qu'on en resterait là, mais je dois avouer que vers la fin de l'histoire, quand les bases ont été posées et que les choses commencent un peu à se mélanger, à partir un peu dans tous les sens, le manga commence à avoir une petite identité. C'est-à-dire qu'au début on est vraiment sur basique, justicier de l'espace, mercenaire un peu lambda, quoi, vraiment le truc, le b.a.-ba un peu nul, un peu plat. Et quand on arrive vers la fin, vu qu'il s'est passé des trucs et que les persos partent un peu dans des directions et qu'il leur arrive des trucs un peu hors normes, on commence à avoir, je trouve, une identité. Voilà, pour ceux qui ont lu le manga, quand les personnages commencent à être séparés et qu'il leur arrive des trucs un peu spécifiques, je trouve que là, on commence à rentrer dans un délire. Après, c'est un one-shot, donc ça finit très vite et on en arrive à la conclusion. Mais voilà, ça commence ultra basique et vraiment, tu te demandes pourquoi ça existe à part le nom de l'auteur. Et vers la fin, c'est vrai que ça commence à avoir sa petite patte personnelle. Donc peut-être que si ça avait été une série, par exemple, au bout de 2-3 tomes, ça aurait fini par être vraiment bien. Mais en tout cas, au tout début, ça fait vraiment histoire qui existe pour exister, quoi. C'est vraiment très cliché, très plat. Je trouve, en tout cas. En plus, le dessin est pas le meilleur du monde, donc ça aide pas à se dire que c'est une histoire très bien pensée, quoi. Même si, bien sûr, dans l'absolu, ce n'est pas forcément lié, mais en tant que lecteur, ta perception est encore altérée par le fait que le dessin est pas top, quoi. Mais bon, voilà, expérience sympathique quand même. Du coup, comme je vous ai dit, vers la fin, ça se bonifier un petit peu, on va dire. En tout cas, j'avais l'impression. En tout cas, ça avait sa patte de plus en plus, donc ça devenait un peu intéressant. Mais sinon, ouais, à part pour l'expérience, je vous le conseille pas. Après, si vous pouvez l'avoir dans un OZ à 4€, franchement, pour une édition couleur, c'est pas une perte non plus. C'est une petite expérience sympa, l'objet est cool, voilà. J'irai pas jusqu'à vous le conseiller, mais franchement, c'est une petite expérience. Et puisqu'on en était sur l'histoire du Nose, le deuxième manga que j'ai trouvé dans ce Nose, qui est le seul autre manga dont j'ai trouvé le tome 1 dans le Nose, c'est Rock of Destruction. Alors, je vous avoue que celui-ci, j'ai plus hésité parce que, notamment, il n'avait pas l'argument d'être une édition collector. Mais le truc qui m'a fait craquer et qui m'a fait l'acheter quand même, c'est, bon, déjà que c'était le seul autre manga tome 1 que je pouvais trouver dans ce Nose. Mais en plus, le synopsis m'a fait légèrement penser à Street Fighter Banshee Last Cry, pour ceux qui y ont joué. C'est un mode dans Street Fighter 6 qui en fait prend inspiration d'une série de visual novels, enfin c'est même des sound novels je crois, c'est un peu spécifique. Japonais qui sont jamais sortis en France de ce que je sais, et du coup ils ont fait un petit mode comme ça dans Street Fighter 6 où t'as vraiment une mini aventure visual novel quoi, mais dans le monde de Street Fighter. Enfin c'est un peu rigolo, mais c'est un truc de mystère où ils sont enfermés dans un hôtel quelque part au fin fond de la montagne, enfin voilà, c'est un délire comme ça un peu horreur, et du coup le synopsis de Rock of Destruction m'y a fait vaguement penser, et c'est ça le dernier petit truc qui a fait pencher la balance sur le fait que je l'achète. Comme quoi des fois il y a des connexions un peu bizarres, hein. C'est-à-dire il y a un monde où j'ai pas joué à Street Fighter 6, et du coup, j'ai peut-être pas acheté Rock of Destruction. Et du coup, vous qui regardez cette vidéo, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, et du coup, ça aurait peut-être une autre conséquence dans le futur, etc., etc. C'est dingue de se dire ça quand même. Parce que, a priori, il n'y a aucun lien entre le fait que j'ai joué à Street Fighter 6 et le fait que j'achète ce manga. Mais il se trouve qu'ils ont fait un mode spécifique qui fait référence à un truc un peu horrifique, machin. Enfin voilà, c'est quand même rigolo, des fois, pourquoi on fait des choses et pourquoi on n'en fait pas. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'en pense de ce manga? Alors, c'est assez banal, assez classique aussi.
Petite histoire de gens qui sont perdus au fin fond de la campagne dans une maison de vacances et il se passe des trucs horrifiques. Bon bah ça vous le voyez à la couverture, c'est pas vraiment du spoil. Hein. Donc voilà, c'était ce à quoi on pouvait s'attendre, même s'il y avait 2-3 surprises à des moments. Encore une fois, c'est un one shot, donc je vais éviter de trop rentrer dans les détails parce que ça peut très vite spoiler la moitié du truc. Hein. Mais je dirais quand même un petit détail, par exemple, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de nudité, par exemple. Ça, c'est peut-être un truc qui peut vous déstabiliser ou ne pas vous attirer dans ce manga, donc je le précise. Parce qu'il y a des trucs que j'ai trouvé un peu gratuits. Mais après, voilà, c'est peut-être pour l'ambiance horrifique, machin. Je suis pas un spécialiste non plus de ce genre de truc, je vais pas émettre un jugement non plus. Mais voilà, c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais non plus. Et en petit bonus, ce qui est sympa, c'est qu'on a les one-shots qui ont servi de base, sauf que c'est plus du tout le même concept, ça a beaucoup évolué, et du coup ça fait vraiment une sorte de mini-série je sais pas, il y a 4-5 chapitres je crois, peut-être 3-4 même, à la fin de cette série. Donc c'est-à-dire on a tout Rock of Destruction, et ensuite on a les 2-3 chapitres de Rock of Destruction, l'idée de base. Et vu que c'est assez différent, t'as vraiment une petite série bonus avec, quoi. C'est plutôt cool, ça, d'avoir inclus ça. Donc voilà, une sorte de slasher, mais qui tourne un peu bizarrement vers la fin, mais dont je vais pas vous donner les détails pour pas vous spoiler, qui est sympathique sans plus. Pareil, si vous arrivez à la voir, je crois que je l'ai eu à 2€ dans le nose, donc ça peut être une expérience sympa, quoi. C'est pas le truc qui va vous changer votre vie, mais petite expérience sympa pour pas cher. Quand t'aimes bien les mangas, c'est toujours assez cool. Ensuite, le tome 29 de Moi quand je me réincarne en slime. Bon, ça devient assez difficile de trouver des trucs à dire sur Moi quand je me réincarne en slime, parce que je vous avoue que comme je veux pas vous spoiler ce qui se passe exactement dans l'histoire, bah j'ai pas énormément de choses à dire. C'est pas comme si c'était un tome où il se passait 30 000 choses non plus. Il y a des petites avancées, mais encore une fois, je veux pas vous spoiler. Donc bah c'est un tome comme un autre, quoi. Limul continue son avancée dans ce monde et essaye de faire sa place à son petit pays, quoi, en faisant de la diplomatie et des trucs comme ça. Et en lançant des projets à droite à gauche pour s'étendre, quoi. Je dis pas que c'est un tome où il se passe rien, mais c'est juste que comme je veux pas vous spoiler, bah, j'ai pas grand chose à vous raconter. Je peux vous parler de cette édition là par exemple, qui est quand même l'édition limitée. Premier tirage. Donc c'est comme les tomes de One Piece brillants, je pense, c'est-à-dire que en gros, si tu l'achètes quand il sort, t'es presque sûr d'avoir celui-là, mais si jamais tu l'achètes dans 2 ans, bah t'auras un tome avec la jaquette classique. C'est le genre de petit détail qui est toujours sympa, parce que ça récompense un peu les lecteurs assidus. Parce que c'est vrai qu'en plus on se fait avoir des fois, parce que on est quand même tous frustrés, je pense, quand genre il y a un coffret avec les 3 premiers tomes d'une série qu'on a commencé Day One, sauf que du coup, nous, on se retrouve avec les 3 tomes normaux, et les gens qui commencent maintenant, ils ont le droit à avoir le petit coffret en plus, quoi. Ou pareil, quand ils ressortent un tome 1 pour une occasion ou une autre, ils avaient fait ça pour My Hero Academia, je crois, ou pour qui d'autre ouais, certains tomes anniversaires aussi, ils avaient fait ça, enfin, voilà, c'est un peu dommage quand t'es un lecteur assidu qui lit les tomes à chaque fois qu'ils sortent, tu te dis, bah, c'est... pourquoi le gars qui commence maintenant, il a des meilleurs trucs que moi? Bah, là c'est une petite exception, c'est pour le coup, si tu l'achètes à chaque fois que ça sort, et ben là t'as la petite édition limitée, ce qui est plutôt cool. D'autant que je m'étais pas spécialement renseigné moi en allant acheter mon tome, donc je m'y attendais pas, petite surprise sympa. Ensuite le tome 22 de Stranger Case. Alors Stranger Case, encore une fois, j'ai souvent dû commander les tomes, donc je vais encore vous expliquer ce que c'est, parce que j'aimerais bien que la série soit un minimum populaire, quoi, pour pas me retrouver un jour dans un monde où j'ai du mal à trouver le tome qu'il me faut. Donc Stranger Case, c'est quoi? C'est une histoire en gros de yokai. Donc c'est dans un monde où il y a des yokai, mais qui du coup ne doivent pas être trouvés par les humains, et où nos protagonistes en gros doivent généralement résoudre des meurtres ou des crimes qui, d'une manière ou d'une autre, impliquent des yokai, soit parce qu'ils sont coupables, soit parce qu'ils ont assisté aux coupables, mais du coup ils peuvent pas le dire directement parce que c'est des yokai, donc comment tu justifies à un tribunal, ouais c'est un yokai qui me l'a dit, enfin vous voyez, en gros, des yokai sont impliqués d'une manière ou d'une autre, parfois ils sont impliqués vraiment juste en tant que témoins ou en tant qu'aide pour résoudre l'enquête, mais des fois c'est vraiment eux qui sont au cœur du mystère. Et ce qui se passe généralement, c'est que du coup nos protagonistes vont devoir trouver une façon légitime pour un humain d'expliquer ce qui s'est passé. Donc en gros ils vont souvent devoir mentir même. Ou alors des fois quand le yokai n'est pas tellement appliqué et que c'est plus une aide, ils vont résoudre grâce aux infos des yokai ou grâce à telle particularité du monde des yokai, enfin voilà. Donc en gros nos deux protagonistes résolvent des enquêtes liées à des yokai ou à des meurtres et doivent rationaliser le truc quand bien même il y a du surnaturel dans l'histoire. Et ils doivent surtout faire croire à tout le monde impliqué que c'est bel et bien rationnel. Parce que leur but c'est vraiment que personne sache qu'il y a des yokai ou des trucs comme ça. Du coup ça donne des situations un peu inversées, des fois plutôt fun, ou en tout cas plutôt intéressantes, où le but c'est pas de trouver la vérité, c'est de trouver le mensonge le plus crédible. Donc voilà, c'est une série très particulière, très sympathique, et je déplore que ça ait l'air de pas trop marcher,
En tout cas, encore une fois, c'est une des séries que je dois le plus souvent commander, parce qu'il n'y a plus les tomes en librairie. Celui-ci, je crois que j'ai eu un coup de chance, je l'ai trouvé directement dans le magasin. Ou peut-être que comme c'est tout le temps le même magasin, du coup ils prennent un tome à chaque fois pour moi, j'en sais rien. Peut-être qu'ils vont dans leur base de données, ils savent qu'il y a quelqu'un qui l'achète tout le temps, donc je peux pas savoir. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est pas une série qui a l'air de ultra bien marcher, donc je suis content de pouvoir vous en parler et j'espère que ça fera découvrir ça à quelques personnes. Ce tome-là en particulier, rien à redire, il est très sympa. J'ai l'impression que les mystères de ce tome-ci et même de celui d'avant, enfin parce que c'était le même qui avait commencé dans celui d'avant, sont de plus en plus personnels, notamment autour de ce personnage que vous voyez, du personnage principal masculin. C'est intéressant à noter, parce que si on commence à faire des histoires qui tournent autour de lui et de son entourage, de plus en plus, peut-être que c'est le signe de quelque chose. Peut-être qu'on s'approche notamment de la fin, je sais pas. C'est juste une hypothèse comme ça. J'ai aucun signe vraiment que ce soit la fin, mais voilà. Les mystères récents sont très liés à ce protagoniste. Donc, est-ce que ça cache quelque chose? Est-ce qu'on essaye de l'approfondir avant qu'il se passe quelque chose? Je ne sais pas. Mais si vous aimez les séries d'enquête et de mystères et tout ça, où il y a une petite pointe de surnaturel, c'est parfait pour vous, je vous le conseille. Et le dernier manga de cette vidéo, c'est le tome 19 de Konosuba, donc où on conclut, comme la couverture le montre si bien, l'arc de la princesse. Enfin, en tout cas, l'arc actuel de la princesse. Je sais pas si sur le retour de là où ils sont allés, il va peut-être se passer d'autres trucs où la princesse est impliquée, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'arc qui était en cours jusqu'ici, eh ben, il arrivait à sa conclusion. Et Konosuba, décidément, c'est très sympathique à lire, ça se lit tout seul, c'est plutôt rigolo, et on a toujours envie de connaître la suite. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo lecture manga du mois, qui est placée sous le sigle quand même de Omake Books, on va leur rendre un dernier hommage vu qu'apparemment ils vont fermer. C'était d'ailleurs pratiquement ma découverte d'Omake Books, parce que j'ai un seul manga de cet éditeur, il me semble, c'est Clover Cinderella. Donc voilà, quand même content d'avoir pu les découvrir un peu plus en profondeur avant qu'ils ne publient plus du tout de manga. Enfin, ils ont déjà arrêté, je crois, mais en tout cas j'ai pu mettre la main sur quelques-uns de leurs mangas techniquement neufs. Donc voilà, un plaisir d'avoir pu découvrir un peu plus ça, même si on croise les doigts pour que je puisse trouver Bip Bip Boy. Mais bon, au-delà de ça, c'était quand même cool de pouvoir jeter un œil dans leur catalogue, même si c'était assez réduit, hein, comme vous voyez. Enfin voilà, si jamais vous avez quoi que ce soit à dire sur ces mangas, n'hésitez pas dans les commentaires. C'était Japanman, à plus.